Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 72 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Ludivine Dumontet. Mais avant de vous parler de Ludivine, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 épisodes. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 8 personnes ont gagné 1 heure de coaching et je viens de tirer au sort Christelle. Alors bravo Christelle! Et vous aurez prochainement le témoignage d'Élodie sur son expérience de coaching avec moi. J'avais tiré au sort Élodie dans l'épisode 64. Alors commentez vite mes articles dans les réseaux et augmentez vos chances d'être tiré au sort. Bonne chance! Et donc, mon invitée du jour est Ludivine Dumontet. Alors, Ludivine est ma praticienne de shiatsu. Elle me suit depuis 2021 et m'a permis de sortir progressivement du burn-out en parallèle des autres professionnels dont je m'étais entourée à cette époque. Et maintenant, je vois Ludivine au changement de saison en routine de bon fonctionnement. Donc, j'ai invité Ludivine à mon micro car son parcours professionnel est vraiment très riche. On peut dire qu'elle a exploré le monde aussi bien au sens géographique que d'un point de vue intérieur. Entre le management d'équipe internationale, l'art de l'aïkido, la pratique du shiatsu, l'enseignement, son parcours est vraiment un manifeste pour l'évolution personnelle et professionnelle. Alors, comment suivre ses envies, évoluer après des transitions difficiles et trouver sa vocation, c'est ce que nous allons découvrir au fil de cette conversation très riche. Que vous soyez à un tournant de votre carrière ou simplement curieux, curieuse, de voir comment des passions peuvent se transformer en projets concrets, cet épisode est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous inspirer et je vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Bonjour Ludivine. Bonjour Catherine. Comment allez-vous? Eh ben écoutez, ça va bien, comme une journée d'automne. Moi j'aime bien l'automne, donc ça va bien, ça va bien. Et Bon, vous? bah écoutez, tout bien, pareillement. Alors moi, l'automne, voilà, c'est moins ma saison, hein. Je préfère plus le printemps, mais, mais j'apprécie quand même les quelques rayons de soleil qu'on a vus ces derniers temps. Et donc voilà. Euh, Bon, super. donc Ludivine, on se connaît quand même depuis quelques années. Voilà. Mm, mm. Moi, j'ai eu envie en fait de vous avoir à mon micro pour la richesse de votre parcours en fait, hein. Merci, bah merci. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité actuelle? Parce qu'on va revoir un petit peu tout ensemble. Donc, Oui, donc je suis spécialiste en shiatsu, donc depuis plus de 5 ans maintenant. Je suis dans le monde du shiatsu depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'exerce en cabinet à Nancy, donc en séance individuelle. Et puis en parallèle, je suis donc professeure, enfin animatrice de cours collectifs de Doin, donc qui est de l'auto-shiatsu, où on apprend donc à comment eh bien s'auto-masser, mais d'une façon voilà, en relation avec certains principes de la philosophie taoïste. Voilà, tout comme donc dans le shiatsu. Et puis, en parallèle de ça, j'ai un troisième morceau d'activité qui consiste à être formatrice et coach pour les personnes qui s'installent en profession libérale non réglementée, donc principalement des collègues à moi en shiatsu, mais ces formations sont ouvertes à toute personne qui s'installe principalement en entreprise individuelle. oui, oui. Déjà là, on voit, vous avez planté le décor. Quand je disais que c'était riche, ça va aller crescendo. Euh, Parce que au tout départ, vous avez commencé des études dans un tout autre domaine. J'ai en tête du management, des langues, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez commencé?
Oui, tout à fait. Donc, ben, après le bac, en fait, j'étais passionnée par tout ce qui était domaine international. Donc, j'avais la chance d'être très forte en langue. Donc, j'ai rapidement continué, en fait, des études là-dedans, mais non littéraires. Donc, c'était des études linguistiques adaptées au monde de l'entreprise, principalement. Donc, je suis allée jusqu'en maîtrise. À l'époque, c'était maîtrise, donc M1 à l'université à Lyon, puisque je suis lyonnaise. Et puis, j'ai agrémenté ces 4 années d'études, de nombreux séjours d'études à l'étranger, en fait. Dès que j'ai pu, je suis partie faire mes études à l'étranger. Donc, je suis partie en Espagne, en Angleterre et en Angleterre. Et puis ensuite, j'ai intégré l'école de commerce, l'ESCP-EAP, donc de Paris, pour faire un master 2, toujours dans la même lignée, donc en gestion d'entreprise à l'international. Et là, je suis partie en Allemagne et en Espagne, puisque, ben, en fait, à l'heure actuelle, je parle 5 langues. Bon, je vous avoue que depuis un certain temps, j'ai un petit peu perdu sur l'allemand quand même. Mais voilà, globalement, j'étais à fond là-dedans. C'est toujours quelque chose qui me passionne. Mais on va dire que bah, j'ai pris d'autres cordes à mon arc, donc c'est vrai que ce côté-là, je l'ai moins développé par la suite. Mais je suis restée dans le monde des entreprises une quinzaine d'années, on va dire, à l'international, sur différents postes de cadre, jusqu'en 2018. Où là, ben, j'ai amorcé une bascule complète sur le shiatsu, puisque je le pratiquais déjà depuis une dizaine d'années, on va dire en dilettante, mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui me passionnait dans ce rapport à l'être humain. Et voilà, j'ai amorcé complètement en 2018, j'ai tout lâché le monde de l'entreprise pour ne faire que ça. Et donc, je ne fais que ça depuis 2018. D'accord. Et juste par rapport à ce que vous venez de nous partager, par rapport aux langues, vous Oui, maîtrisez 5 langues. Faites-nous oui. rêver. Vous voulez que je vous parle? Vous voulez que je vous dise quelque chose, c'est ça? Euh, Ben, yo no sé quoi vous dire, Catherine. No sé qué decir. Bueno, me coge un poco así. Es una sorpresa. No había previsto eso de hablar con los idiomas. Poi le può dire che oggi sono contenta di fare questa intervista. E, la ringrazio molto, molto per questa iniziativa e è molto interessante. Voilà Merci. ce que je peux vous dire. Donc là, vous nous avez parlé en espagnol et en italien, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Ah, ça. c'est juste mon oreille en fait, parce que je maîtrise ni l'une ni l'autre, hein, Ah donc bon? Bien vu, bien vu, bien vu. OK. Et donc là, en fait, le shiatsu était déjà présent dans votre vie, mais vous l'avez Oui. découvert comment? Alors, oui, ben, donc c'est pas venu par hasard, ça a été un cheminement. C'est vrai que j'ai toujours, voilà, été en fait attirée par ce lien individuel à l'autre, enfin ce lien en binôme, comme je dis. Et donc, j'ai fait beaucoup de sports plutôt individuels. J'ai fait beaucoup, beaucoup de danse et beaucoup de gymnastique depuis toute petite. Mmh. Et puis, je ne sais plus pour quelle raison, ça par contre, ça m'échappe, j'ai découvert l'aïkido, en fait, en 2006. J'aimais, en fait, j'ai toujours aimé la philosophie aussi, et donc je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur des textes parlant du mouvement, du mouvement du cercle, du yin, du yang, etc., qu'on retrouve dans la philosophie taoïste, enfin donc dans la culture aussi japonaise. Et puis, donc, j'ai commencé l'aïkido, en fait, en 2007. Et l'aïkido, c'est un sport individuel, mais on est quand même deux. Mmh. Et on est dans un combat, mais la grosse différence, par exemple, avec le judo, c'est que on n'attaque pas, en fait, ou dans le karaté, on n'attaque pas. C'est un art martial de défense. Donc, en fait, quelqu'un vous attaque et vous devez vous défendre. Et il n'y a pas de compétition dans l'aïkido. Donc, on n'a pas cette pression de devoir s'entraîner pour passer. Alors, on peut passer des grades, évidemment, mais il n'y a pas cette pression de, allez, je m'entraîne, il faut que je sois le meilleur. Il y a une émulation, évidemment, mais elle est très, très personnelle.
Et il n'y a pas du tout cet enjeu qu'on retrouve dans d'autres sports. Mhm. Et donc, moi, ça m'a complètement fascinée et c'est très révélateur quand on fait de l'aïkido de nos failles. Parce qu'on se dit, oula, en fait, là, je veux pas montrer ça sur le tatami, mais je suis quand même pris, quoi, je veux dire. Donc, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé à prendre conscience de certaines choses chez moi, de comment je me comportais avec les autres, de ce que je cachais. Et puis, en fait, non, ben, finalement, on peut aussi se montrer comme on est et puis on apprend à vivre avec. Et donc, par l'aïkido, en fait, j'ai énormément appris sur moi, appris sur voilà, comment aussi être avec les autres. Et dans mon dojo, il y avait une affiche sur une école de shiatsu qui était bah, pas loin de Nancy. Et c'est comme ça que bah, petit à petit, je suis rentrée dans le monde du shiatsu parce que dans le shiatsu, qui est une discipline japonaise, il y a exactement les mêmes valeurs, les mêmes concepts, le même travail corporel beaucoup axé sur la respiration et la posture, que on retrouve dans l'aïkido. Donc l'un dans l'autre, le shiatsu a énormément nourri ma pratique de l'aïkido et inversement, l'aïkido a énormément nourri ma pratique du shiatsu. Donc voilà, c'est une aventure qui a commencé en 2007 et qui sera toujours là, puisque j'ai arrêté, pour la petite histoire, j'ai arrêté pendant 3 ans l'aïkido de 2021 à cette année, Mhm. pour, à la fois pour enfin, surtout pour des raisons personnelles, parce que je me suis beaucoup blessée, bon, et puis à un moment donné, j'en avais marre. Et là, c'était viscéral. J'ai vraiment eu besoin d'y retourner. Et on en échangeait avec deux collègues qui ont fait le même parcours que moi, qui avaient arrêté pendant 3 ans, qui ont repris cette année. Et on s'est tous les trois dit ça, que voilà, l'aïkido un jour, l'aïkido toujours, quoi. C'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Et c'est comme une très grande famille quand vous arrivez dans un dojo. Il y a vraiment, enfin, en tout cas pour l'aïkido, il y a vraiment cet esprit de famille où on se sent très bien. Du coup, on a plus envie d'en repartir, quoi. Voilà. Oui, oui, j'entends une sorte de cocon dans lequel on évolue et où on peut se dévoiler un petit peu tel qu'on est. Et, euh, et donc là, ben, je retourne un petit peu sur le shiatsu. Donc, vous avez commencé des études dans cette école proche de Nancy et ça s'articule comment en fait par rapport Alors, au... en fait, c'est une école qui dépend de la FFST, donc la Fédération française de shiatsu traditionnel. Donc, c'est des fédérations. Il y en a plusieurs, ça c'est la plus connue, on va dire, sachant que ça reste des fédérations qui n'ont pas d'agrément d'État. Il n'y a pas de reconnaissance au niveau de l'État, mais il y a une fédération, ça a le mérite d'exister et ça permet une reconnaissance déjà dans le milieu. Ensuite, il y a depuis, alors je n'ai plus exactement les dates en tête, mais il y a eu la création à partir de certaines personnes de la FFST du SPS, donc Syndicat des professionnels de Shiatsu, qui a été plus tard. Ok. Donc moi au départ j'étais dans une école de la FFST. Et puis, donc, ces écoles délivrent des certificats internes, si vous voulez, donc d'une école. Hein, il y a pas de reconnaissance de l'État. Et le SPS, par contre, a réussi, après plusieurs années, à obtenir un titre professionnel reconnu par l'État. Donc ça, c'était en 2015. Mhm. Et donc, bien moi, je me suis dit, bon, bah, chouette, parce que j'aime énormément ce que je fais, mais j'ai aussi envie qu'il y ait quelque chose comment dire, d'officiel, de reconnu, puisque, bon, on le sait, dans ces disciplines-là, on doit garder une certaine prudence intellectuelle et dans notre pratique, hein, pour rester dans quelque chose qui reste, comment dire, quel mot je pourrais vous dire tangible, c'est pas le bon mot, mais enfin, on va dire qu'il reste dans quelque chose d'acceptable et ne pas partir dans des phénomènes de gourou. Hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est assez fréquent. Donc voilà, j'avais à cœur d'avoir quelque chose qui puisse tenir la route. Donc j'ai passé le titre de spécialiste en 2019. Voilà comment je suis arrivée à ce parcours. Donc, j'ai changé d'école. En fait, j'ai fait plusieurs écoles qui m'ont énormément nourrie à chaque fois par la diversité de leurs pratiques, la diversité des enseignements. Et moi, j'étais très attirée par le Zen Shiatsu, donc plutôt de Masunaga.
qui est arrivé en Europe dans les années 70, qui est très imprégné de la mouvance de l'époque, un petit peu hippie, etc. Donc, ça ne s'appelle pas Zen Shiatsu au Japon, d'ailleurs, c'est en Europe que ça s'est appelé comme ça. Mais c'est un shiatsu qui est un petit peu différent du shiatsu des origines et c'est celui qui a le plus pris en Occident et D'accord. donc en Europe. Donc c'est celui que je pratique. Mais à savoir que ce n'est pas celui officiel au Japon. Au Japon, le shiatsu est reconnu par le ministère de la Santé, Mhm. mais c'est un shiatsu qui est différent. Donc ça, c'est important parce qu'au Japon, on dit que le shiatsu est reconnu, oui, mais ça dépend du style et de la pratique dont on parle. Et donc en France, on a eu cette chance d'avoir ce titre en 2015, reconnu par l'État. Donc on a un titre professionnel d'État. Voilà, et donc moi qui est orienté Zen Shiatsu. Voilà. D'accord. Et en fait, j'entends que aussi bien l'aïkido que le shiatsu, vous avez développé des compétences professionnelles, mais ça va au-delà en fait. Hmm, C'est c'est ça. c'est aligné avec qui vous êtes ou ça vous a fait grandir aussi. C'est C'est voilà, je ça. pense qu'il y a un petit peu. Il y a un mot que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en lisant un livre de Franck Martin, que je recommande, qui est absolument génial, qui s'appelle Le livre des gentils. Et il y a un nounours en peluche en couverture. Et c'est un monsieur qui a un cabinet de communication et de management à Lyon et qui a écrit ce livre, en fait, où il parle de comment on manage. Enfin, selon moi, c'est la très bonne façon de manager. C'est-à-dire qu'on met un cadre. C'est hyper important de mettre un cadre parce que, en fait, il a mis ce titre-là parce qu'on part du principe que les gentils sont des gens qui se font avoir. Mm. Or non, quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre, c'est quelqu'un qui sait mettre des limites et qui reste à l'écoute de l'autre et qui va vers son objectif dans ce cadre et dans l'écoute de l'autre. Et donc, il a écrit ce bouquin que j'ai dévoré. J'aurais aimé l'avoir quand j'étais manager, mais je l'ai lu beaucoup plus tard, il y a quelques années seulement. Et il parle de congruence dans son livre. Et c'est un terme que je me suis vraiment approprié parce que c'est un terme, pour moi, c'est vraiment ça, enfin, la vie, j'ai envie de dire. On parle beaucoup dans les arts martiaux, dans le shiatsu, dans toutes ces disciplines très philosophiques quelque part, très spirituelles, d'alignement. On dit on doit être aligné, etc. Eh bien, il y a un mot en français qui s'appelle la congruence, et c'est exactement ça. C'est l'alignement, en fait, entre quoi et quoi? Ben, c'est l'alignement entre ce que l'on pense, entre ce que l'on dit et entre ce que l'on fait. Et donc, plus on veut être dans la congruence, bah, plus on est soi-même, en fait. Et c'est à partir de là qu'on peut nouer des relations sincères avec les gens. C'est-à-dire que vous pouvez être congruent en étant quelqu'un d'extrêmement pénible. C'est-à-dire, vous répondez, vous êtes insupportable en société, on en connaît tous, mais on vous aime quand même, en fait, parce que, bah, je pense à des gens en particulier, je ne les citerai pas, mais voilà, à des gens que j'aime beaucoup, mais ils sont insupportables, mais ils sont eux-mêmes, vous voyez. Donc, en fait, ils font pas semblant, ils jouent pas un rôle, ils essayent pas de vous plaire, ils sont eux-mêmes, et ça les rend attachants et touchants. Donc, évidemment, ben, pour certains d'entre eux, socialement, c'est compliqué. Mais je veux dire, voilà, dans le milieu professionnel, c'est vrai que euh, pour moi, l'aïkido, le shiatsu et encore plus maintenant les études de psychologie m'aident énormément à tendre vers ça, vers cette congruence. Je pense que c'est un travail aussi de toute une vie parce que ben, on a aussi tous un vécu, voilà, qui ben, n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de tendre vers cette congruence. On va dire, la majorité du temps possible, hein, parce qu'après, c'est sûr que ben, on a la fatigue, on peut avoir plein de choses qui interfèrent dans tout ça, mais si globalement, déjà, on est bien avec soi-même, ben, on peut être aussi bien avec les autres, quoi. Oui, 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 tout à fait. Et là, en fait, vous venez d'ouvrir une porte vers quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé, des études de psychologie. Parlez-nous Oui, de... Voilà. voilà. On en a Alors, parlé en oui, off, mais allez-y. c'est ça. Oui, donc ben, ça fait une corde supplémentaire à mon arc. Je ne sais pas si j'en rajouterai encore après, mais enfin bon, celle-ci me plaît énormément. Oui, je pense que
Ça vient d'une influence de quand j'étais petite, puisque mes parents sont dans le domaine médical et paramédical. Mon papa était infirmier psychiatrique et enfin, pendant longtemps, après, il est infirmier DE, mais il a beaucoup travaillé en psychiatrie, comme beaucoup d'infirmiers à l'époque. On commençait en psychiatrie. Et ma maman est ergothérapeute en institut. Donc mes parents ont toujours eu beaucoup de livres à la maison sur le fonctionnement du cerveau, sur l'anatomie, sur la médecine, sur des auteurs comme Boris Cyrulnik, beaucoup de choses aussi de philosophie. Mes parents sont des gens qui aiment beaucoup se cultiver, beaucoup lire et aller un petit peu creuser comme ça des sujets concernant l'être humain. Et donc, bon, moi, voilà, j'ai grandi là-dedans un petit peu. Bon, voilà, mais ça m'a... Bon, voilà. Puis ma grand-mère travaillait dans un CAT. Donc, j'ai été aussi petite, très rapidement en contact avec des personnes déficientes intellectuelles. Donc voilà, c'est un milieu, moi je m'en rendais pas compte à l'époque, mais on me l'a dit après que j'ai toujours été très à l'aise avec ces gens-là et que ces gens-là m'aimaient bien. Et d'ailleurs, par la suite, ma maman a été famille d'accueil d'handicapés mentaux. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un très bon rapport avec tous ces gens-là. Et mais bon, moi, j'étais passionnée par voilà la philosophie et les langues depuis que j'avais commencé au collège en fait. Et donc, ben, j'ai voulu poursuivre dans cette voie-là, mais d'une façon non littéraire. Je voulais vraiment pouvoir travailler parce que je me suis dit sinon tu vas rester dans ta bulle. Donc voilà, ouvre-toi un petit peu. Donc plutôt au monde de l'entreprise que j'ai trouvé fascinant, l'économie j'aime beaucoup. La finance, pas du tout, voilà. Mais enfin, l'économie, je trouve ça très, très fascinant. Le marketing, la communication, mais toujours axé management, c'est-à-dire gestion des hommes, travail en équipe, etc. Et puis, ben en fait, voilà, j'ai évolué dans ce milieu-là. J'avais toujours à cœur de vraiment prendre soin de mes équipes. Mais à un moment donné, ça m'a complètement dévoré, soyons clairs, ça a pris vraiment trop de place. Et donc j'ai dit non, mais en fait, moi, j'aime ce que je fais, mais le système est trop axé sur le productif, en fait. C'est l'argent quand même qui prend le devant sur beaucoup de choses qui, selon moi, sont beaucoup plus essentielles, comme voilà, le respect de l'être humain dans les entreprises. Donc, bon, voilà, je progressivement lâché tout ça pour du coup me consacrer juste à l'être humain et à son bien-être, donc en faisant du shiatsu. Et effectivement, ben, c'est là où ben, je vois que je suis dans mon élément parce que ben, il n'y a pas de notion de productivité, de rentabilité. Et voilà, je m'occupe des gens et c'est super, quoi. Moi, ça me plaît et eux, ils vont de mieux en mieux. Donc, bon, voilà, c'était super. Et puis, j'ai réalisé progressivement, on va dire ces 10 dernières années, en faisant du shiatsu, justement, qu'il y a une grosse composante d'écoute, de lien, de comment on accueille la personne, de ce qu'on lui dit, de ce qu'elle nous dit, etc. Et donc, bah, progressivement, ça m'a un peu ramené à la psychologie, à me dire, bah, mais en fait, voilà, dans tout ce que l'on fait, à un moment donné, il y a la biologie qui est là, le fonctionnement du système nerveux, le fonctionnement du corps à travers la peau, les différents récepteurs, etc. Et petit à petit, je me suis dit non, mais en fait, intellectuellement, j'ai commencé, on va dire, à m'ennuyer. Très clairement, soyons clairs sur le sujet. J'ai besoin, j'aime apprendre. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est très, très fort en moi. Et donc, ça me titillait depuis quelque temps. Et puis, donc, j'ai fermement décidé de reprendre des études en psychologie pour compléter mes connaissances et mon approche de l'être humain à travers le shiatsu, entre autres. Et donc, j'ai décidé de reprendre des études fermement il y a, on va dire, 3 4 ans. Et puis, bah, comment, quoi, c'est poser la question de quoi, comment, où, bon, parce que je ne voulais rien lâcher, ni ma famille, ni mon travail, on est bien d'accord. Donc, la solution qui s'est présentée, c'est de faire le cursus à distance.
Et donc, j'ai réussi, alors parce que c'est tout un parcours du combattant, au bout de la deuxième année. Donc, j'ai déjà tenté l'année dernière de le faire. J'étais sur liste d'attente, donc parce qu'il y a beaucoup de monde qui se présente et très peu de place. Et donc, j'ai réussi cette année à intégrer Paris 8, l'IED de Paris 8, donc l'Institut d'études à distance de Paris 8, qui propose le cursus complet pour arriver au titre de psychologue. Donc, bah, n'ayant pas d'équivalence réelle, je reprends en L1. Donc, cette année, je suis en licence 1. Et l'objectif est d'arriver au minimum jusqu'au master pour avoir le titre de psychologue, sachant que le but ultime, c'est de passer un doctorat. Les idées sont très claires aussi, hein, ça, c'est un cheminement. Là, ça a l'air simple quand je le dis, mais c'est un cheminement de plusieurs années, de vraiment travailler sur les liens entre le toucher, puisque c'est ce que je pratique au quotidien, et le développement psycho-affectif de l'enfant. Je travaille parce que le shiatsu, en fait, je le fais sur les adultes, mais aussi beaucoup sur les enfants. Et voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai observé beaucoup de choses à travers mes propres enfants, à travers le suivi qu'ils ont eu à la maternité ou dans les services de néonat, puisque mon fils a dû être en néonat, en néonatologie, néo, bah, je ne sais plus le terme entier, Néonat, c'est très néonat, bien. je ne veux pas dire de bêtises, quand il est né. Donc, il y a des choses que j'ai vues, des choses qui m'ont inspirée, que j'ai eu envie de creuser sur cette période-là, en fait, de autour de la périnatalité. Et voilà, donc ça, c'est le but ultime. J'ai la foi, j'ai la motivation, comme il y a 20 ans quand j'ai fait mes études. J'espère avoir l'énergie, parce que mine de rien, je vais avoir 43 ans. Donc voilà, mais bon, mais voilà, j'ai envie de le faire, j'ai l'énergie, j'ai la motivation, j'ai l'entourage qui suit. Donc voilà, c'est un challenge, oui, mais je le prends pas comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'y vais à fond. Et voilà, je m'en fais pas non plus, hein. Encore une fois, je me mets pas dans un esprit de compétition. Je donne tout ce que je peux pour y arriver. Et voilà, et ça va le faire. Bah, c'est certain, hein, quand on voit en fait la motivation que vous avez, on n'en doute pas un seul instant. J'ai juste une question d'un point de vue pratique. Donc, tout est à distance, vous disiez. Et au niveau du volume horaire par semaine, ça représente quoi? C'est 20 heures de travail par semaine. D'accord. 20 Pour heures. plus travail personnel ou pour Non, seulement en pour... fait, c'est-à-dire que ils ont estimé 20 heures de travail par semaine. En fait, on a 265 heures à faire pour les partiels de janvier. Mhm. Donc, en fait, ils ont fait quelque chose, ils ont divisé par le nombre de semaines, par le nombre de matières, etc. Et moi, après, je me suis fait un tableur sur un tableur Excel, la même chose. Et effectivement, pour le nombre d'heures demandées, ça fait une moyenne d'études personnelles de 20 heures par semaine. Sachant que moi, j'ai des semaines où je fais 18 heures et des semaines où je fais 24 heures. En fait, on nous envoie, les cours, ce ne sont que des PDF. Il n'y a D'accord. pas du tout de visio, il n'y a pas de e-learning, enfin, pas d'e-learning, c'est du e-learning du coup. Mais je veux dire, c'est des PDF. Mhm. Et en fait, ces PDF correspondent, enfin, ce qui est écrit dedans correspond à une équivalence en présentiel. Par exemple, pour les neurosciences, c'est 35 heures. Donc, ça veut dire que si on faisait les cours en présentiel, pendant une semaine, on serait à avoir les cours. Honnêtement, c'est ce que ça représente. Sachant que bon, je me suis beaucoup intéressée depuis plusieurs années et beaucoup cet été parce qu'en fait, j'arrive aussi à tenir le rythme parce que je me suis beaucoup préparée cet été. Mhm. J'ai pris de l'avance sur les méthodes de travail, sur certaines matières auxquelles on avait accès, ce qui fait que je sais. Bah, après, je suis pas nouvelle dans le monde des études, hein. Dans l'apprentissage, je sais ce qui est efficace. Par exemple, tout ce qui est lié à la méthode de la répétition espacée, avec la méthode Leitner notamment. Donc tout ça, c'est des choses que je connais bien et que j'applique. Donc en fait, voilà, en plusieurs étapes, on lit, ensuite on mémorise, ensuite on y revient, on se fait des fiches, des notes, etc. Donc ce qui fait qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir ces méthodes-là qui me facilitent énormément le travail. Après, pour tout vous dire, dans nos modules de cours, on a des modules spécifiques de comment étudier. Mhm.
Donc voilà, c'est très bien. Moi, j'en suis contente parce que ça me confirme que ce que j'applique fait partie des bonnes méthodes d'apprentissage. Et voilà. Après, c'est comme pour tout, et c'est ce que j'enseigne dans mes cours, c'est ce que de Douyin, c'est ce que j'observe dans n'importe quoi. Ce qui fait que vous allez réussir, ce n'est pas que vous avez. Alors oui, vous pouvez avoir dès le départ des facultés peut-être plus importantes. Mais il y a une neuroscientifique, d'ailleurs je vois son livre, je vous le dis, elle s'appelle Sarah Karaki, Sama Karaki, elle est dans dans ma bibliothèque. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le talent n'existe pas. C'est une neuroscientifique alors je l'ai feuilleté, j'ai pas encore tout lu, hein, mais elle rejoint ce que disent d'autres neuroscientifiques que en fait c'est surtout voilà le fait de travailler régulièrement des thématiques, d'avoir des méthodes de travail, des méthodes d'apprentissage qui fait qu'on va réussir plus que d'autres. Il y a un timing aussi évidemment. Mais tout ça pour vous dire que là, ce qui fait que je tiens, c'est la régularité dans le travail. C'est-à-dire que je m'y tiens. Je me suis fait un planning, je me suis fait un rétro-planning et je m'y tiens. Donc après, bien sûr, alors pendant des années, du coup, j'ai été chef de projet. Donc ben, quand on est chef de projet, voilà, on sait comment on a un rétro-planning. On inclut évidemment le côté imprévu dans Hmm. l'histoire pour pas se retrouver chocolat. C'est ce que je fais. Donc voilà, et c'est sûr que bah, ça demande une organisation au cordeau entre mes horaires à la maison pour être présente à la maison évidemment, pour le foyer, pour les enfants, ben, ma présence dans mon travail au cabinet et autres, hein, puisque bah, les formations, ça demande aussi du travail. Donc ce qui est vraiment le succès de la réussite, enfin le succès de la réussite, je sais pas si c'est le terme, enfin le secret, pardon, pas le c'est un petit lapsus. Le secret de la réussite, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celui-là fonctionne bien et est largement éprouvé justement dans différentes études scientifiques. C'est la récurrence, c'est la persévérance, la régularité dans le travail qui fait qu'on va obtenir de bons résultats. Donc j'en suis là, pour le moment ça se passe bien. J'ai eu un petit coup de flip la semaine dernière parce que j'étais très fatiguée. Je me suis dit, ça y est, je vais pas y arriver, il y a trop de choses à apprendre. Et puis depuis, on est quel jour là? On est vendredi, puis depuis mercredi, ça va mieux. Je suis repartie, c'est bon, ça va, tout va bien. Et ce qui est intéressant, oui, ça, dans nos méthodes de travail, il y a un gros laïus sur la procrastination. Et donc, on est sur une échelle de 0 à 5. 0 étant le zéro procrastination et 5 étant le plus de procrastination. Et moi, je suis à 0. Donc, je suis contente. Je me dis, bon, j'ai déjà pas ça à travailler. Après, voilà, il y a d'autres challenges, mais c'est vrai que voilà, c'est sûr que si on procrastine, après il y a du stress derrière, il y a de l'anxiété, on devient insupportable pour l'entourage. Enfin, moi je l'ai vécu, pas en termes de procrastination, mais quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à faire les choses, donc on les remet au lendemain. C'est pas une histoire de volonté. Et voilà, donc mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi une hygiène de vie hein, qu'on retrouve dans les principes taoïstes, de bien dormir, de bien manger, de bien respirer, de faire du sport. C'est toute une hygiène de vie. Ça, je le remarque vraiment hein, depuis 20 ans hein, que je m'intéresse à tout ça. C'est l'hygiène de vie qu'on va avoir qui va permettre qu'on ait une vie stable, plutôt sereine et qu'on arrive à faire beaucoup de choses dans un temps court. Hein, c'est sûr que là, pour tout vous dire, j'ai dû largement revoir mon sommeil depuis la rentrée. Et je dors beaucoup plus et je suis beaucoup plus productive. Donc, je fais beaucoup plus de choses en moins de temps et je dors plus. Donc, finalement, ça, plus ça, mis à bout, oui, on y arrive. On y arrive. Si je peux faire passer un message, c'est ça, c'est que c'est pas réservé aux gens ultra intelligents, etc. C'est d'être motivé et d'être, voilà, de se tenir à ce qu'on met en place, à ses objectifs, à sa structuration de travail, à son planning. Et puis, tout le monde peut y arriver. Ça, c'est clair. Donc, croyez en vous, ayez foi en vous. Avec un petit peu de méthodologie, ça marche. Voilà. En fait, j'entends derrière que vous vous mettez quasiment automatiquement en mode transmission. Donc, vous le faites déjà par les formations. Et j'entends
voilà, comme la façon dont vous expliquez comment vous avez tout mis en place, il y aurait peut-être à la fin le mode d'emploi pour suivre les étudiants en psycho. C'est ça. Exactement, exactement. Mais c'est ce qu'ils font avec nous. Il y a vraiment un module sur lequel on est évalué, hein. Ça fait partie des, 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 des matières sur la méthodologie de travail. Et bon, ben moi, j'apprends quand même des choses et c'est chouette. Mais c'est vrai que, allez, je connais 90% du cours et là, je me dis, mais t'as vraiment de la chance en fait, parce que je constate déjà sur les forums d'échange avec les étudiants qu'il y en a beaucoup, mais ils sont à la ramasse, quoi. Ils paniquent, ils n'ont pas le temps. Et c'est vrai que ben, j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je suis au collège, hein. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance. Après, j'ai une maman qui m'a beaucoup donné de méthodes de travail aussi. J'ai beaucoup de souvenirs de ça. Elle me donnait ses astuces à elle, etc. Donc, j'ai assez vite pris le pli tôt d'avoir des méthodes de travail et ce qui fait que bah, j'ai toujours bien réussi ce que j'ai entrepris, en fait. Donc, voilà, c'est ça le secret, hein. C'est d'avoir un plan d'action, de tout faire en mode projet, en fait. Et puis, c'est sûr que ça demande en fait beaucoup de travail en amont. C'est 80% de temps à passer, à planifier, à organiser et 20% d'action. Et ça, par exemple, je le dis beaucoup parce que, bon, ça, on n'en a pas parlé, mais je suis passionnée bah, par les métiers que je faisais beaucoup plus avant, donc la communication, le marketing. Donc, j'ai créé moi-même mon site web, j'ai tout fait toute seule, en fait. Et donc, bah, donc j'écris les articles moi-même et tout ça. La structure de mon site, j'ai tout fait toute seule. Et alors, je suis formée à ça, hein, je ne l'ai pas Oui, sorti non plus comme ça, mais je me suis formée à ça, au web marketing, hein, concrètement. J'ai refait d'ailleurs une formation cette année de mise à jour de tout ce qui est référencement, le référencement naturel, SEO pour les connaisseurs. Et donc, c'est la même chose quand on écrit un article, en fait. Il y a beaucoup de gens qui plongent tête baissée dans la création d'entreprise, dans la rédaction d'un article, dans plein de choses, mais ils n'ont rien planifié ou organisé en amont. Et ben ça, c'est casse-binette parce que les stats sont assez précises sur la création d'entreprise notamment. En deçà de 3 ans, il y a 80% des entreprises qui ferment en fait parce que bah, c'est pas de l'amateurisme, hein. Il y a quand même des méthodes, il y a quand même des choses à connaître avant d'y aller. Et donc, la rédaction d'articles, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est 80% de temps où vous travaillez sur la structure de votre article, de là où quelles infos vous allez prendre, quelles photos, bref, toute la structure. Et c'est seulement 20% de rédaction. Et la plupart des gens font l'inverse, c'est-à-dire que, allez, j'y vais tête baissée, et en fait, c'est une perte de temps phénoménale. Donc voilà, tout ça pour dire que la méthode, dans à peu près tous les sujets de notre vie, c'est ce qui va faire que ben on va être moins stressé, on va avoir une ligne directrice, on va pouvoir s'y raccrocher dans les moments de doute ou les moments de down, parce que moi j'en ai eu, hein, je veux dire, on a tous, même quand ça va bien, on a tous à un moment donné des moments de flip, de se dire, oh, parce que bon, quand on est chef d'entreprise, bah, même si ça va bien, on a peu de visibilité à moyen terme, hein. Donc, à un moment donné, on peut avoir des coups de flip, se dire, mais en fait, est-ce que je fais bien d'être là? Est-ce que ça va continuer de marcher? Voilà. Donc, voilà. Et le fait d'avoir un objectif, ça permet de remonter, de se dire, allez, c'est bon, là, je suis juste un peu down, je remonte et j'y retourne. Et on y arrive. Je veux dire, voilà, mon exemple, il n'est pas unique, hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment croire en soi et être organisé, quoi, derrière. oui, oui, c'est pas simplement être motivé, c'est avoir réussi à avoir une structuration et une méthodologie qui crée en fait une sorte de fond de roulement Ah, au quotidien et qui exactement. éponge les trop hauts et les trop bas de façon à tenir la route. Oui, 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 oui. Et, et là, en fait, vous parliez également de formation. On est toujours dans la transmission. Ouais. Donc, vous accompagnez donc les créateurs d'entreprises. Comment ça se passe au niveau de toutes vos formations? Eh bien, en fait, il y a deux modules. Donc, il y a un module qui s'appelle Réussir son installation. En fait, on va aborder toutes les bases nécessaires
à la réussite d'un projet d'entreprise, d'installation. Donc, c'est principalement pour les personnes qui vont opter pour l'entreprise individuelle. Donc, Mhm. comme c'est vraiment le plus fréquent quand on est tout seul, puisque de toute façon, soit c'est l'entreprise individuelle, soit c'est la société, hein, il n'y a que deux formes juridiques, avec après des déclinaisons, hein, mais je veux dire, c'est soit on est entreprise individuelle, soit on est en société. Et la très grande majorité des personnes qui s'installent se mettent en entreprise individuelle avec au départ le statut, pas le statut, le fiscal de la micro-entreprise. Donc le terme auto-entreprise, auto-entrepreneur est largement utilisé, mais il n'a pas de valeur juridique. C'est vraiment, je suis en entreprise individuelle avec un statut de micro-fiscal. Et donc, la formation est axée là-dessus principalement. Donc, on aborde déjà toute la partie du concept, le travail de la congruence précisément. Ensuite, on aborde en fait toutes les phases du business plan. Donc, ensuite, on parle des clients, comment les aborder. Il y a tout un chapitre sur le développement commercial, l'approche du client, les termes marketing, commerciaux à utiliser. Bon, en plus, ça, je connais par cœur parce que je l'ai fait concrètement sur le terrain pendant des années. Ensuite, on parle voilà, de la zone de chalandise, comment on se développe, sur quel territoire, qui sont nos concurrents, mais en même temps collègues, comment on peut développer des partenariats. Et puis après, il y a tout l'aspect juridique, donc quel statut juridique va être le mieux adapté pour moi. Tout l'aspect social et économique, bah, comment on gère aussi à minima sa propre compta, pour commencer, quelles sont les aides auxquelles on a droit, comment ça se passe pour la retraite, comment ça se passe pour la sécurité sociale, pour les complémentaires, etc. Donc tous les aspects, on va dire, plus socio-économiques et juridiques. Voilà, ça c'est pour le premier module. Donc avec ça, les gens, sur 28 heures, donc on fait deux fois un week-end. Donc, c'est assez dense, hein, les gens sont assez fatigués après, mais au moins ils ont tout ce qu'il faut. Euh, vraiment tout ce qu'il faut pour pour s'installer, on va dire, de façon sans trop se casser la binette, hein. C'est évidemment, nous, l'idée, c'est le terme, c'est minimiser les risques, hein, parce qu'il y en a toujours, on les prend en compte, mais c'est mettre toutes les chances de son côté pour minimiser les risques de plantage. Et puis, donc sachant que cette formation, en fait, elle est proposée, par exemple, par des CCI, elle est proposée sur des modules de France Compétences, mais c'est très cher. C'est à peu près, c'est entre, dans les CCI, vous trouvez cette formation à peu près à 600 euros. Quand vous passez par France Compétences sur le CPF, c'est des formations. D'abord, vous n'avez jamais tout. Et en plus, c'est très morcelé. Donc, c'est soit la com et le marketing, soit les statuts juridiques. Donc, c'est assez morcelé. Et bah, à chaque fois, c'est à peu près 1 000 euros. Or, moi, cette formation, elle est à 300 euros, quoi. Donc, je veux dire, les personnes peuvent largement se la financer et avoir vraiment tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est pour la partie les bases. Et après, il y a un deuxième module qui est, lui, consacré à la partie pour les personnes qui veulent aller plus loin. C'est-à-dire comment concrètement je construis mon site web, comment je vais développer des articles, qu'est-ce que je mets dedans, comment je structure un plan média. C'est beaucoup plus axé sur on va dire, le, le terme m'échappe, mais le, mais je ne trouve plus le mot. Mais pour dire que voilà, on s'est installé, comment on fait roule. Mais j'ai pas le terme, le terme m'échappe. Bref, on le trouvera peut-être tout à Oui, l'heure. il va Comment on fait venir. rouler, voilà, Voilà. comment on entretient, comment on fait vivre son entreprise au quotidien, puisque l'objectif de cette formation, c'est de développer une activité pérenne. Donc Mhm. au-delà de 3 ans, ça veut dire. Donc voilà, sachant que l'objectif, c'est que les gens se dégagent un salaire. Ça veut dire quoi un salaire? Ça veut dire d'être au-delà du SMIC. Donc d'être au minima à 1 500 € quand même. Voilà. Et bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible, mais non, en fait, c'est possible. Par contre, c'est sûr que ça demande du travail en amont. Voilà. Oui, oui, oui. Et j'entends en fait que pour pouvoir transmettre, vous êtes toujours dans, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous aimez apprendre. Donc vous Oui, êtes formé au SEO, enfin dernièrement vous avez fait une mise à jour. Enfin voilà,
c'est au quotidien. Bon, là, actuellement, vous avez oui, des années de psycho qui vous attendent au quotidien, mais j'attends aussi que vous entretenez quand même toutes vos connaissances pour pouvoir les retransmettre Oui, régulièrement. et puis en plus, ben, j'ai eu donc récemment l'agrément de formateur, l'agrément de l'État, enfin de la DRETS en fait, de Mhm, formateur. Donc je suis officiellement formatrice et donc j'ai une obligation de recyclage. Donc de toute façon, tous les 2, 3 ans, mais moi j'en fais tous les ans des formations de mise à jour. Donc c'est une obligation pour continuer de pouvoir être officiellement aux yeux de l'État formateur. C'est effectivement une obligation. Donc ça tombe bien, moi je le fais déjà. Et puis voilà, de toute façon, même si c'était pas obligatoire, j'ai envie de vous dire, ça tombe sous le sens. Là, moi j'entends par exemple des personnes qui me disent ah oui, mais moi je voudrais pas aller voir par exemple quelqu'un qui est nouvellement psychologue. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça. Ah ouais, mais tu te rends compte, là, la personne, elle est psychologue que depuis 2 ans. Moi, j'ai plutôt envie d'aller voir des personnes qui sont psychologues depuis, je sais pas, 15, 20 ans. Et je leur dis, bah, je comprends. Après, il faut voir quelque chose, c'est que les avancées dans la science, la recherche depuis ces 10 dernières années, notamment sur le fonctionnement du cerveau, sont quand même, n'ont rien à voir avec ce qu'on enseignait il y a 20 ans, quoi. mhm. Et donc, ben, à moins de vraiment faire des mises à jour, je veux dire, vaut mieux être diplômé maintenant qu'il y a 20 ans. Alors, on va apprendre des mêmes choses, et évidemment, vous êtes diplômé depuis 20 ans, vous avez une carrière, de l'expérience. Évidemment, tout ça, c'est non négociable, c'est clair. Par contre, d'ailleurs, j'en parle parce que j'ai une collègue là, de la fac qui a demandé si elle pouvait faire sa L1, donc sa première année, en 3, 4 ans. Il y a la responsable pédagogique qui lui a répondu, mais non, vous savez, enfin, vous pouvez, mais c'est pas dans votre intérêt parce que les choses bougent énormément dans la recherche, précisément ces dernières années. Donc, ça montre que, en fait, il faut tout le temps, en permanence, se former, se mettre à jour, se recycler pour pouvoir effectivement transmettre les dernières, les nouveautés, les dernières nouvelles, surtout dans ces domaines-là qui évoluent à une vitesse faramineuse, quoi. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, au niveau de la psychologie, il y a des approches où bah, il y a l'échange thérapeutique, mais il y a aussi toutes les méthodes. J'ai en tête les TCC, donc c'est C'est ça, techniques cognitives comportementales, je sais plus c'est dans quel ça. sens, voilà, Technique cognitive et comportementale, ouais. voilà, qui ont maintenant pris une place importante, voilà, par rapport au suivi. Donc oui, tout évolue et se mettre à jour régulièrement, bah, dans tous les métiers, je pense. Enfin, voilà, je, je suis en train de chercher un métier où il n'y aurait pas besoin de se mettre à jour, mais en fait, C'est un je peu de pense que même partout. le boulanger et le pâtissier ont besoin d'apprendre des nouvelles techniques Des nouveaux voilà, des produits, nouveaux produits. ouais. Oui, oui, des nouvelles farines, enfin, je veux dire, des nouveaux mixtures, plus ou moins, hein, bon. Oui, c'est Mais moins c'est cher. vrai, oui, oui, c'est très vrai. Et ben, par exemple, ce qui est intéressant dans la psychologie, c'est que aujourd'hui, on est beaucoup plus dans dans l'alliance thérapeutique, comme pour reprendre un terme utilisé, beaucoup dans le fait que le patient est très écouté et le thérapeute, évidemment, lui, il a la connaissance, le psychologue a la connaissance. Et il y a quand même, si vous voulez, cette volonté d'être sur un même niveau, d'être égal, chacun à sa place, Mhm. mais il n'y en a pas un comment dirais-je, c'est pas, c'est beaucoup Oui, moins sachant. ascendant, voilà, Mm. c'est beaucoup moins vertical qu'avant, un peu comme dans le management, hein, le fait d'être sur des choses beaucoup plus horizontales, en fait, sachant que voilà, chacun est à sa place, évidemment. Et justement, le patient aussi, lui, il n'a pas la connaissance théorique, mais enfin, il a la connaissance empirique puisqu'il vit des choses dans son corps et dans sa tête. Et si à la moindre réflexion, on lui dit oui, mais non, de toute façon, c'est pas ça, et puis c'est comme ci et c'est comme ça, enfin, dans le management aussi, je vais vous dire, à un moment donné, on n'y arrive pas, quoi. D'où l'importance d'être à l'écoute
Et j'insiste beaucoup là-dessus dans le cadre, parce que, par exemple, les applications de la psychologie positive dans l'éducation positive, aujourd'hui dont on parle beaucoup avec les enfants, puisque c'est un domaine, moi, qui m'intéresse pour plus tard, c'est très bien. Par contre, il y a beaucoup de dérives. Donc, c'est sûr que c'est important de garder un cadre dans ce qu'on fait, et de casser cet a priori qui est de dire, ah oui, mais si on écoute trop les gens, si on est trop gentil, on se fait bouffer. Moi, je l'entends tous les jours. Non, 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 d'être à l'écoute de l'autre et d'être justement dans l'empathie ne doit absolument pas empêcher de le faire dans un cadre. Et voilà, et on met des limites et tout se passe bien du coup. Après, dans le travail, à la maison, dans la psychothérapie, voilà, c'est quand même mieux que de vouloir imposer un truc qui finalement est délétère quoi, pour tout le monde. Donc Ouais. voilà, d'avoir des relations construites, sereines, sécures, cadrées, voilà, et n'empêche absolument pas le dialogue et l'ouverture à l'autre. Heureusement, heureusement. Oui, oui, oui. Hem et par rapport à tout ça, tout ce qui fait en fait maintenant votre écosystème, on va dire, on arrive doucement en fait à la fin de cette interview donc, hem, par rapport à tout ce que vous avez glané comme pépites, est-ce que vous auriez un dernier conseil ou une, leçon de vie à partager avec les personnes qui vont nous écouter et qui va réussir à les inspirer eux aussi dans leur cheminement? Vous avez déjà partagé énormément de choses, mais le dernier conseil là. Ah, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment de croyez en vous, quoi. Je pense que ça doit être le moteur permanent, voilà, de pas trop regarder les autres, en fait, et de vraiment être focus sur soi et ses passions, ses envies. Et il y a aucune raison que ça rate, en fait, si on est vraiment dans cette congruence dont je parlais tout à l'heure. Donc, croyez en vous, euh, visez vos objectifs et puis tout va fonctionner. La première chose, c'est ça, c'est croire en soi. Voilà. Bon, très bien, Croyez merci en beaucoup. vous, mais ça, je paraphrase ou je fais du plagiat sur une phrase de Philippe Collin, qui est animateur sur France Inter. Il dit, euh, je sais plus le début, mais enfin, ça finit par ne lâchez rien. Et voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est croyez en vous, ne lâchez rien. Super. C'est donc la phrase qui vous garde motivé au quotidien? Exactement, exactement. Eh ben, on lâchera rien alors. Merci beaucoup Ludivine. Merci Merci beaucoup, pour ce très bel chouette. épisode. Oui. Merci beaucoup, bah, c'est une très chouette initiative. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de parler de tout ça, donc merci. Même pour moi, c'est intéressant ça, de faire ces résumés-là, c'est enfin, très chouette. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour faire ce genre de petite activité podcast. Très chouette, merci. Merci Eh ben, Catherine. avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous Ouais, dis à très merci. bientôt. Merci, à Au revoir bientôt Catherine, Ludivine. au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.